La YouTube World, bonjour. Dans un premier temps, sachez que je vais faire ce que je peux entre cette voix très proche de celle de Donald Duck et mon état général, parce que je pense que je me tabasse une bonne petite grippe aux abords et aux entournures, que je n'ai plus de goût ni d'odorat et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Secondo, j'ai déjà tourné cette vidéo, mais quand tout va bien, et que j'ai un énorme problème technique sur cette vidéo précédemment tournée que je n'arrive pas à résoudre. Donc, en espérant, j'ai tout formaté, changé de carte SD, en espérant que cette fois, on soit pas mal. Bref, on va y aller, journal du mois, mes petits cadets. Le moral du mois, alors il s'agit du journal du mois d'octobre, donc on va parler du mois d'octobre. Le moral du mois d'octobre, je vous l'ai déjà dit sans rentrer dans les détails, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais il se passe des choses en interne qui n'aident pas au moral. Mais ceci étant dit, je pense résolument que quand tu as de très bonnes nuits, et derrière le moral il est moins impacté. Forcément que si tes nuits sont inexistantes, les jours qui suivent, les journées qui suivent la nuit inexistante le sont tout autant. Je pense qu'il y a vraiment une causalité par rapport à ça. C'est très bizarre de parler comme ça là, c'est très bizarre. Plus globalement, je crois qu'en plus des aléas personnels, des tracas personnels, il y a tout en ce moment qui est vraiment réuni pour que s'installe une sorte de morosité ambiante. C'est quand même très... Le climat, l'ambiance, c'est très anxiogène, c'est très détestable. Et je pense aussi que ça, malgré soi, on ne contrôle pas ces trucs-là. Malgré soi, ça impacte le moral considérablement. Alors, côté moral, écoute, j'ai presque envie de te dire que c'est une impro au jour le jour. Pour la série de ce mois d'octobre, c'est pas compliqué, je n'en ai regardé qu'une et en même temps je vous rappelle que je n'ai plus que Netflix et que, mis à part des offres comme ça ponctuelles de la part de Free qui est mon opérateur internet, je ne reprendrai pas d'autres plateformes payantes parce que ça va. Bref, je n'ai plus que Netflix, donc ça limite un petit peu et en même temps c'est très bien puisque ça me permet de lire un petit peu plus. J'ai regardé The Nurse qui est une mini-série donc diffusée sur Netflix. Je crois qu'il n'y a que 4 épisodes, mais ce sont des épisodes assez longs. L'histoire, c'est une histoire basée sur des faits réels. Une élève infirmière donc, qui a fini son cursus et qui doit commencer un premier emploi. Elle s'appelle Perny et donc elle va intégrer un hôpital un peu particulier, je dirais même un peu glauque, ça manque de moyens. C'est vrai qu'au niveau esthétique, c'est pas terrible. Mais de toute façon il y a urgence et elle doit trouver du travail. Donc elle intègre pour son premier emploi un hôpital danois, lequel d'ailleurs elle va très vite s'intégrer et elle va se lier d'amitié avec Christina qui est l'infirmière expérimentée et de référence. Alors dans un premier temps elle est dans le feu de l'action. C'est vrai que toutes les nuits elle travaille de nuit toutes les nuits. Malheureusement ça se finit pas très bien pour la plupart des patients. Et puis au bout de quelques temps, alors qu'elle commence à cerner un petit peu sa collègue Christina, Perny commence à se poser quelques questions en se disant parce qu'il y a une mort un peu plus suspecte qu'une autre, où vraiment le monsieur n'avait aucune pathologie qui pouvait expliquer un arrêt cardiaque comme ça d'un seul coup. Donc elle commence à se poser des questions, elle en fait part à un médecin de cet hôpital qui au début lui dit je veux rien entendre, je veux pas baigner là-dedans parce que il est aussi question de je vois, je constate mais moi je dis rien. Mais Perny elle a décidé qu'il fallait mettre ça au grand jour, donc elle et le médecin, ils décident finalement de l'aider. Elle et le médecin, Perny et le médecin vont mettre en place une sorte de stratagème pour choper et effectivement constater que Christina, cette fameuse infirmière bien sous tout rapport, tout simplement tue ses patients. C'est une mini-série que j'ai beaucoup appréciée parce que déjà c'est rapide à regarder. Et du fait qu'on soit sur une mini-série, je trouve que l'intrigue ne s'essouffle pas. Et d'autant plus que je trouve que l'intrigue est plutôt bien ficelée. On comprend le mécanisme. On est effaré, si tu veux, par le mécanisme de Christina qui, on a vraiment cette impression
qu'elle fait ça pour leur rendre service alors qu'elle se rend pas compte juste qu'elle les tue, quoi, que c'est une meurtrière. Vraiment, elle a le sentiment de leur rendre service. Et on a de l'autre côté ce fameux cas de conscience pour Perny qui oscille entre le fait de se dire moi j'ai absolument besoin de ce boulot et je peux pas me permettre le luxe de perdre mon taf, et le cas de conscience qui est celui dont on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser une infirmière tuer ses patients et taire tout ça, ce n'est pas possible. Donc il y a vraiment tout ça qui est bien travaillé, je trouve, dans la série, et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série, étonnamment, parce qu'en ce moment c'est vrai que sur Netflix c'est pas la joie. Alors identiquement, compte tenu de la proposition actuelle sur Netflix, j'ai essayé de me gauler un film qui me parlait un petit peu thriller, un peu louche. J'ai regardé Mindscape, donc sur Netflix. Donc en fait, nous allons faire la rencontre de John Washington qui, de par sa faculté, a la possibilité de se promener dans la mémoire de ses clients. Dans quel but? Donc au sein de cette société, on va lui confier des affaires, c'est un peu je te dirais, c'est un peu le flic de la mémoire. On va lui confier une affaire, donc tout se dégoupille plutôt bien. Il s'agit par le biais d'une certaine technologie et des facultés de Washington, il s'agit d'aller dans la mémoire, il y a ça, terminé, on ferme. Jusqu'au cas d'une jeune femme qui s'appelle Anna, et à la demande de ses parents, John Washington est convié à se promener dans les souvenirs de Anna. Alors sur le papier, ce cas est plutôt simple. Par contre, dans les faits, c'est un tout petit peu plus complexe, puisque déjà, Anna refuse de s'alimenter, et c'est le pourquoi de la venue de John Washington. Parce que ses parents, les parents d'Anna, les curieux parents, ils sont très bizarres ces parents, veulent qu'elle mange à nouveau. Mais au-delà du fait de tenter de comprendre cette anorexie et d'avoir une Anna qui s'alimente à nouveau, on sent qu'il y a quelque chose de louche au niveau des parents qui se trament des trucs. John Washington commence à s'immerger dans le dédale des souvenirs de Anna, et ce qu'il y découvre est tout à fait troublant, parce que dans un premier temps, quand John revient du premier voyage dans la mémoire de sa cliente, il se demande de quelle, entre guillemets, saloperie a donc été victime sa cliente, et ça le trouble beaucoup. Donc il décide d'aller un petit peu plus loin à chaque voyage dans la tête de sa cliente, mais effectivement ça s'avère être un petit peu plus compliqué, parce que John Washington se demande si Anna a vraiment vécu des traumatismes et est victime de choses abominables, ou est-ce que ce serait pas l'opposé. Je trouve que globalement l'intrigue est solide, j'ai passé un très bon moment parce que je ne m'attendais pas à la révélation, au dénouement du truc. C'est pas le film du siècle non plus, mais une fois encore j'ai très envie de te dire que compte tenu de ce que Netflix est en mesure de proposer en ce moment, bah c'est plutôt un très bon film au final. Alors ouais, mes petits cadets, c'est une nouvelle rubrique parce que je vais extraire ce livre d'une quelconque pile à lire. Je voulais vraiment en parler un peu plus en détail, et alors pour ceux et celles qui veulent lire ce livre que je vais présenter dans quelques secondes, partez, parce que là je vais spoiler à tour de bras, donc partez et revenez. Je vais mettre un timecode pour cette vidéo. J'avais intégré dans une j'avais intégré donc dans ma pile à lire un livre qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé. Il s'agit de ce livre-là, alors pardon pour la prononciation du nom-prénom des auteurs, il s'agit de Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Alors là j'ai quelques petites bricoles à dire, parce que en lisant ce livre, lequel j'avais énormément d'attentes, je suis tombée d'un immeuble. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, comment je vais aborder objectivement ce livre, sachant que j'ai à peu près détesté de la première page à la dernière, sachant que déjà, le gros point noir de ce livre, c'est que j'ai un titre, Avoir le courage de ne pas être aimé. Donc j'avais une certaine attente, parce que pour moi, ça voulait dire ce que ça voulait dire, apporté à l'époque actuelle et autres, et assimilé.
il faut savoir que de mon point de vue, parce que je suis bien obligé de te dire, tu sais, ça n'engage que moi, patati patata, je n'ai en aucun cas retrouvé quoi que ce soit qui ait un lien avec ce titre, avoir le courage de ne pas être aimé, dans mon livre. Déjà, donc ça c'est un vrai problème pour moi. Le second problème, c'est la construction du bouquin. Ça se passe en fait, la construction, c'est une discussion, voilà, un dialogue entre un philosophe et un jeune homme. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'échanger? On a un philosophe, donc lui dans son approche au niveau du jeune homme, il veut parler de la psychologie adlérienne en lien avec le psychologue autrichien Alfred Adler qui prône la psychologie individuelle. Mais on a un échange entre ce philosophe, pas le psy Adler, hein, le philosophe et le jeune homme. On a un échange où l'un est un peu condescendant et je sais tout, j'ai tout fait, j'ai tout chié et t'as plus rien à m'apprendre. Et le jeune homme qui est très niais et qui est surtout constamment, d'une façon vraiment très constante dans l'agressivité. Si bien que toi, bon, ça va pas cette histoire. Et ça a commencé très fort pour moi en termes d'incompréhension de ce bouquin et du message et de cette psychologie individuelle, puisque, en gros, hein, en vulgarisant le truc, parce que je ne suis pas ni philosophe ni psychologue, mais en gros, il s'agirait de dire que le traumatisme existe uniquement si on se le crée. Donc il n'est pas question ici d'étiologie, mais de téléologie. Ce qui veut dire que ce n'est pas les racines, la source, le problème, mais sa finalité. Donc en gros, pour lui, le trauma, c'est un truc qu'on s'invente. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Bah voyez-vous, moi j'ai mes quelques doutes. Hein. Je vais te prendre un exemple qui m'a très clairement titillé le système pileux. Le jeune homme parle à un certain passage d'un ami qui est enfermé chez lui à cause d'attaques de panique, de crises d'angoisse. Et là, on lui répond qu'en fait son ami ne souffre de rien, qu'il n'est pas question, en gros, hein, moi je te parle à ma façon, hein, mais qu'il n'est pas question de crise d'angoisse ou quoi ok, c'est que si son ami est dans ce carcan-là, c'est parce qu'il souhaite, je cite, attirer l'attention sur lui. Donc en fait, identiquement, les crises d'angoisse, tout ce qui est lié à ça, agoraphobie et tout ça, ça n'existe pas. Voilà. Alors il y a quelques aspects, notamment tout ce qui est lié à la solitude, bien faire la dissociation entre la solitude, le sentiment de solitude et l'exclusion, qui sont deux choses tout à fait différentes. Alors ça merci, mais je pense qu'on avait très très bien compris. Et surtout, ce qui m'a un petit peu aussi chatouillé les neurones, les cellules nerveuses, c'est ce moment où le philosophe exprime par le biais de cette psychologie adlérienne que les problèmes intérieurs n'existent pas. C'est pareil, on n'a pas de problème intérieur. Allez, allez vous faire voir ailleurs si on y est. Les problèmes intérieurs n'existent pas et tous les problèmes que l'on peut rencontrer sont intimement liés aux relations interpersonnelles. On va dire sur un 30%, je suis assez d'accord. Quand on a un os du FNU qui prend pas le sel, ça a effectivement un lien avec nos relations interpersonnelles. Maintenant, je suis au regret quand même de dire qu'on peut être une parfaite tête de con sans que ça n'implique qui que ce soit. Enfin, je veux dire, ce que je n'ai pas aimé dans l'approche de cette psychologie individuelle, c'est qu'il n'y a aucune sorte de nuance. Je trouve que c'est une vision des choses, une psychologie très étriquée, et je vais aller un petit peu plus loin, mais on y reviendra dans quelques secondes. Je pense même que ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Alors bien entendu que dans ce bouquin, il est question de complexe d'infériorité, de supériorité, de rapport de force, de rapport aux autres, mais une fois de plus, je n'ai eu aucun tips, quoi que ce soit qui ait un lien à avoir le courage de ne pas être aimé. Je me suis dit, on va y venir à un moment parce que j'arrive à la fin du livre et on n'aborde pas du tout ça. Je sais pas, je vis dans l'ère actuelle et j'aurais aimé, par exemple, avoir le courage de ne pas être aimé, qu'on aborde quand même le pan réseaux sociaux et assimilés. Alors, pardonnez-moi, mais j'ai dû louper
J'ai dû louper le passage, mais je n'en ai entendu parler à aucun moment. Il y a bien un passage dans ce livre où le philosophe va évoquer le fait de répondre aux attentes d'autrui. Ah là là, je me suis dit, ça y est, on y va. Alors, à part un échange, un dialogue hyper condescendant où le jeune homme, il comprend rien, non mais vraiment, dans cet échange, le jeune homme est un abruti notoire et le philosophe, on a vraiment deux salles, deux ambiances et c'est surfacé. Une fois de plus, ça ne répond pas au titre, avoir le courage de ne pas être aimé. En clair, pour faire simple, hein, vraiment simplifier le truc, une fois que tu as terminé ta lecture, tu fais le point. Et en gros, on te dit très brièvement que tout ce que tu peux subir, tes traumatismes, ce qui ne va pas dans ta vie, c'est de ta faute. Tu ne vas pas bien, c'est de ta faute. Tu crois que tu as subi un traumatisme plus jeune ou quoi, ok? Non, tu te l'es créé. Tu es triste, c'est ta faute. Tu peux choisir de ne pas l'être. Donc, en fait, je trouve déjà qu'on met une énorme sourdine sur le côté émotionnel et ça me dérange. Il y a un discours hyper culpabilisant et je pense véritablement, je réitère mes propos, que ce livre n'est absolument pas à mettre dans toutes les mains parce que si tu es un peu sensible, un peu fragile au moment où tu lis ce livre, bah tu vas ressortir encore moins solide parce que te dire bah ouais, si j'en suis là, c'est de ma faute. En gros, moi j'ai totalement conscience, hein, je me mets pas d'œillère ou quoi qu'est-ce, il y a certaines choses dans la vie, certains problèmes, certaines difficultés qu'on se fabrique et lesquelles nous sommes responsables. Mais attends, là le livre il est en train de te dire que tout ce que tu peux prendre dans la gueule c'est de ta faute. Non, pardon, mais il y a quand même des aléas et des événements de vie, si on avait le choix d'eux, on passerait à côté, pardonnez-moi. Je vais pousser le truc un peu plus loin et véritablement... là je le dis, ces propos n'engagent que moi, je vais être un petit peu dur dans mes propos, mais je trouve que concrètement il y a certains passages du livre et notamment tout ce passage qui parle des traumatismes qui n'existent pas et qu'on se crée. Je trouve qu'on fait caca sur la tête, pour parler poliment, on fait caca sur la tête des victimes, voilà, très simplement. Et je dois avouer que ce passage me met hors de moi dans la mesure où je me suis projetée des victimes d'événements, comme je te disais, de choses qu'on ne peut pas contrôler et qui tombent un peu sur la tronche, qui pourront hypothétiquement lire ce livre, vont se dire non mais sérieusement quoi. Voilà, je trouve que certains propos, selon moi, dans ma vision des choses, sont catastrophiques. En gros, pour vous situer un petit peu au niveau de cette psychologie individuelle, elle est à l'opposé. Si vous avez lu quelques études, quelques bouquins de Freud, elle est à l'opposé. Lui, Freud, il était plutôt, je dirais, dans une, comment je vais pouvoir dire ça, une psychologie pulsionnelle. Là, on est quand même, d'ailleurs, Freud et Adler se sont séparés, si je puis dire, parce qu'il y avait vraiment divergence, voire opposition des points de vue. Donc, pour faire simple, si jamais vous ne situez pas et que vous avez lu des travaux de Freud, vous prenez ça et vous le mettez quasiment à l'opposé. Alors bien entendu, il y a des choses qui se recoupent un peu, mais finalement, on est effectivement très divergent dans la psychologie de l'humain, des choses, de l'approche. Et là où je suis pas spécialement d'accord non plus, et encore, est-ce qu'on me demande si ma grand-mère sait faire du vélo? Je ne pense pas, mais c'est que tout, en gros, hein, vraiment, je résume parce que je te laisse la joie de découvrir le livre si tu veux le découvrir, mais en gros, tout est presque de la faute à ce complexe d'infériorité. Bah, je suis sceptique, moi, parce que complexe d'infériorité... on est déjà assez emmerdé par son propre complexe de soi avec soi, donc complexe d'infériorité. Je reste convaincue que certaines personnes souffrent de ça, de se sentir toujours plus nul que l'autre, inférieur à l'autre, moins bon. Je suis convaincue, hein. Mais c'est pareil, pour moi, j'ai besoin, peu importe les psychologies abordées, j'ai besoin quand même que ce soit un petit peu nuancé, parce que simplement un individu n'en fait pas un autre. Je sais pas, forcément que ça me semble cohérent vu que c'est moi qui le pense, mais
Je trouve que c'est tellement logique en fait. Une fois de plus, toujours dans cette idée, cette notion de nuance, Adler part du principe avec sa psychologie individuelle et surtout sa téléologie, part du principe que en fait le problème ce n'est pas le bagage dont on dispose, mais c'est ce que l'on en fait. Mais une fois de plus, je suis d'accord avec l'idée, hein. Le problème n'est pas le bagage, parce qu'on a le bagage qu'on a. Bon, bah, parfois, il y a des bagages de vie qui commencent pas très bien. Mais une fois de plus, j'aurais souhaité de la nuance, parce que effectivement, tout le monde n'est pas en mesure de trimballer son bagage de la même façon. Voilà, ce qui me manque cruellement dans cet ouvrage, dans ce livre, c'est de la nuance. Toujours et encore dans cette idée que moi je suis moi, toi tu es toi, nous, voilà, et chacun fait avec ses possibilités. De toute façon, pour ce bouquin, je pense que nous, dans notre jargon sur internet, on appelle ça un titre putaclic. Bah là, on est vraiment sur un titre du même acabit, hein. Quand tu as un titre avoir le courage de ne pas être aimé et que ça ne parle pas ouvertement de ça, en tout cas, ça ne va pas vers... Je pense, enfin, si demain je vous pose une question, pour vous, c'est quoi le courage de ne pas être aimé? Bien entendu que vous allez me dépeindre certaines choses de la vie réelle, mais je pense aussi que bon nombre va me parler de tout ce qui se passe sur le virtuel. On est tous dedans. Si vous êtes là, c'est que vous y êtes malgré tout, même si vous ne proposez pas de contenu. Si vous êtes là, c'est que vous y êtes aussi. Donc forcément que je pense que le débat ne peut pas se passer ni de l'un ni de l'autre en 2024 bientôt, ce n'est pas possible. Et je suis très déçue à ce niveau-là parce que j'attendais des réponses. Et au-delà de tout ça, vraiment, je pense que pour les personnes qui sont un peu fragilisées justement par certains traumatismes ou qui ne vont pas très bien, je pense effectivement que c'est un bouquin qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, malgré ce que j'ai pu en lire dans certaines critiques. Voilà. Si vous êtes un peu sensible, fragile, évitez de lire ça et tout ce qui est propre à la psychologie individuelle parce que ça manque trop de nuances. Non, ça manque pas de nuances, ça n'en a pas du tout. Ce qui est quand même un tout petit peu différent. Bien évidemment, je le répète, ce que je pense de ce livre n'engage que moi et que vous êtes bien entendu libre d'apprécier l'approche de la psychologie adlérienne, la psychologie individuelle, la téléologie. Mais moi, je suis très pour l'étiologie. Donc déjà, on partait pas sur les bonnes bases. Pour le skincare du mois, et là en l'occurrence il s'agit d'un appareil que j'ai reçu d'une marque que j'affectionne particulièrement. Il s'agit donc d'une collaboration commerciale avec la marque Cure & Body, qui est le 3e appareil de cette marque que je reçois. Et là, mes petits cadets, nous sommes entrés dans le vif du sujet avec la radiofréquence que je découvre. Ce que je souhaite vous signaler, c'est que il y aura un test complet avec le temps qui me semble correct pour vous faire un retour de cet appareil avec des prises vidéo avant, pendant, après le traitement. Mais il s'avère que quand j'ai accepté cette collaboration commerciale, il y avait une date à respecter pour tout ce qui est Black Friday et compagnie. Quand j'ai commencé à utiliser ce produit, j'ai arrêté la photomodulation. Pourquoi? Parce que je me dis, je sais que ces produits-là, donc là on est sur le Skin RF de la marque Cure & Body, qui est donc la technologie de la radiofréquence, mais j'ai arrêté la photomodulation à côté parce que je me suis dit, tout le monde n'a quand même pas les moyens peut-être d'avoir tous les appareils. Donc pour avoir un test très objectif sur cet appareil de radiofréquence, je n'utilise plus que lui actuellement. J'ai 45 ans, j'ai donc une peau qui vit sa vie de femme de 45 ans avec une routine où j'ai des actifs anti-âge, mais si tu veux, ce ne sont pas... ma routine est essentiellement composée de produits venant de chez Aromazone. Par exemple, je n'utilise pas de rétinol parce que ma peau a beaucoup de mal à assimiler le rétinol. Je n'utilise plus de vitamine C parce que pareil, aux dernières nouvelles, ça s'est pas très bien passé. Donc, c'est-à-dire que je fais avec ce que je peux dans la mesure de la réactivité de ma peau.
Je ne suis évidemment pas sous trétinoïne parce que c'est aussi bien de te dire ce que je fais ou pas avec ma peau pour que toi tu puisses te situer, bien que là aujourd'hui je vais pas te mettre les avant-après. Pour moi j'ai 4 séances à mon actif et ce n'est pas assez, ce n'est pas objectif pour te donner mon avis très précis sur cet appareil. Ce que je peux te dire, c'est qu'à raison d'une séance par semaine, sachant que je fais tout le visage, donc j'en ai pour 1 heure. Pas se mentir, une séance par semaine, dans un premier temps sur 8 semaines. Et après, ce ne sera que de l'entretien. Ce que je peux te dire, c'est que je constate pour moi sur moi certaines zones où ça a déjà commencé à faire son job. Mais déjà chez Cure & Body, on a des packagings qui sont eux-mêmes déjà assez fabuleux. L'appareil en lui-même, l'appareil se présente comme ça sur son socle. Il s'agit de tirer. Voilà comment ça se présente. Et après, il s'agit de travailler les zones que tu as envie de travailler. Dans le coffret, il y a une notice, un mode d'emploi qui est très bien foutu, parce qu'autant elle va t'indiquer les zones que tu peux travailler et celles que tu ne peux pas travailler. Tu as les dessins comme ça avec, on t'explique le temps, la durée, la façon de faire, mais tu as aussi une très bonne liste de mise en garde. Je pense que le mieux, de toute façon, l'appareil est au prix actuellement de 349 €. Je pense que si vous investissez dans ce type d'appareil à ce prix-là, je pense quand même que vous aurez la présence d'esprit d'aller voir s'il est fait pour vous ou pas. Il y a évidemment la housse de transport qu'on trouve dans tous les coffrets Cure & Body. Vous avez le chargeur, puisque oui, cet appareil est filaire, ça ne me pose en aucun cas problème, avec plusieurs adaptateurs si vous voyagez avec votre appareil, et un gel conducteur de la marque Cure & Body qui est très très bien. Mais là, une fois de plus, j'ai une petite recommandation. N'en mettez pas 4 tonnes parce que vraiment il fait bien son job. La toute première application, je me suis tartinée, c'était plus gênant qu'autre chose. Donc il s'agit d'appuyer une fois sur le bouton. On va avoir une intensité. Alors les intensités sont dans le sens inversé, hein. Tu appuies une deuxième fois, intensité 2, tu appuies une troisième fois, intensité 3. J'ai fait mes 3 premières séances à l'intensité 1. Et ma dernière, celle que j'ai faite, la 4e, qui n'est pas ma dernière, il faut que je fasse ça pendant 8 semaines, je suis passée à l'intensité 2 et ça s'est très bien passé, mais quelle régalade. C'est un moment, ce moment-là, moi je travaille donc le front, je travaille ici, je travaille là, je travaille le contour de l'œil, je travaille le sillon nasogénien, je travaille le manteau et je travaille l'ovale sur cette partie-là. Voilà, donc à raison de 100 minutes par zone, je passe 1 heure. Alors déjà, la première des choses, c'est si vous avez envie de tester ce produit, il faut être en mesure de vous dégager du temps. Alors bien entendu qu'il est moins contraignant que certains autres appareils, puisqu'il nécessite seulement pour ma part, si vous faites tout le visage, de lui consacrer 1 heure un soir dans la semaine. Nous ne sommes pas sur des micro-courants, nous sommes sur de la radiofréquence, et donc ce qui veut dire que ça va être de la chaleur qui va être diffusée sur le visage et qui va en gros booster la production de collagène, et c'est hyper agréable. Mouvement circulaire de bas en haut, mouvement circulaire de bas en haut, les côtés. Sur le contour de l'œil, on y va tout doucement, pas la peine de toute façon, il n'y a pas besoin de faire le sauvage. Nasogénien, pareil, hop, je remonte et je redescends en circulaire, je remonte. Voilà, c'est un vrai moment de plaisir pour moi. C'est un appareil qui m'est utile dans la mesure où ma peau ne supporte pas certains actifs. Je peux pas mettre de rétinol, donc n'imaginez même pas qu'un jour je puisse intégrer de la trétinoïne, mais même pas en rêve en fait, parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Mais Jenny, est-ce que tu es sous trétinoïne? Mais jamais de la vie. Sachez que jamais de la vie. Déjà un rétinol, je flamboie tel le sceau de Godefroy le Hardy, donc imaginez bien que la trétinoïne n'est même pas envisageable et envisagée ne serait-ce qu'une seule seconde. Donc c'est vrai que moi j'y trouve parce que je peux entendre, hein, vous êtes libre et vous pouvez penser que ces appareils sont des gadgets. De toute façon, moi je ne suis personne pour vous dire ce que vous avez à penser ou pas, mais sachez quand même qu'il existe des études scientifiques qui prouvent quand même l'efficacité de la radiofréquence bipolaire, ce qui est le cas pour cet appareil. À titre tout à fait personnel, avant d'utiliser, j'ai fait un test de tolérance cutanée.
Parce que c'est vrai que quand tu vois la liste des contre-indications, wow, dans un premier temps, tu te dis, c'est chaud, c'est le cas de le dire. Donc j'ai fait un test de tolérance cutanée, voir si ma peau ne réagissait pas bizarrement à la radiofréquence. Ça s'est très très bien passé. Je pense aussi que les marques sont obligées de border comme ça en mettant des contre-indications, parce que effectivement, quand par exemple je vais donner l'exemple du masque LED, la photomodulation, et qu'il est bien expliqué de ne pas faire tous les jours et de faire des pauses entre deux, et que je vois des vidéos passer avec des personnes qui photomodulent tous les jours. J'en ai même vu une sur Instagram qui photomodule avec le masque Cure Body matin et soir. Forcément qu'après les marques sont bien obligées de se dédouaner en mettant des contre-indications. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les contre-indications, mais je pense aussi que par le biais de ces mises en garde, il y a aussi le fait que la marque cherche à se protéger, ce que je trouve hyper normal quand tu proposes des articles à ce prix-là. Je vais faire mes petits plus et mes petits moins de ce Skin RF de Cure Body. Alors les plus, forcément, c'est que même si on travaille toutes les zones du visage, vous pouvez sélectionner les zones que vous avez envie de travailler. Moi, je me suis dit, tant que faire se peut, je vais te faire tout le visage pour avoir des avant, des après, voir ce qui se passe. L'avantage, c'est qu'il y a une seule séance à consacrer à la semaine. Donc pour les personnes qui n'ont pas le temps de faire un soin comme ça tous les soirs, je trouve que c'est l'idéal. Autre point positif, parce que quand tu testes un produit qui est affiché à ce prix, et merci d'ailleurs, petit passage, merci parce que c'est un peu grâce à vous si je peux tester ce bijou, parce que moi les appareils Cure Body, je suis fan plus, bref, parenthèse fermée, c'est d'y trouver une certaine efficacité. Je te dirais que dès la première séance, il se passe un truc. Alors c'est la toute première séance, c'est hyper particulier. Tu sens des choses... Tu sens des choses bizarres. Déjà l'effet chauffant comme ça, c'est très particulier. Tu sens comme des... Comment je peux te dire? Plein de petites... Alors c'est pas douloureux, hein, plein de petites fourmis qui... de microscopiques fourmis, et tu sens qu'il y a un effet. J'irai pas jusqu'à dire un effet tenseur, mais il se passe quelque chose. Et là où, après la première séance où j'ai vu une différence, c'est sur l'éclat du teint. Voilà, ça c'est presque... dans la foulée. Maintenant, moi j'ai terminé ma 4e séance, sachant que je suis donc à mi-parcours. Et je vois déjà certains changements. Alors attention, hein, on n'est pas sur de la méthode invasive, c'est pas de la médecine esthétique, mais je vois quelques petites modifications rapport à la fermeté. Mais j'attends d'avoir mes 8 semaines effectuées pour te donner un avis complet. En tout cas, il se passe quelque chose, et c'est ce que j'attends quand j'utilise un appareil qui coûte actuellement 349 €. Maintenant, il y a aussi quelques points négatifs. Alors, si je puis dire négatifs, mais quand même quelques points qui vont dans le sens du moins. Quand j'allume l'appareil, vous voyez le témoin vert. Et à partir du moment, bon, tu appuies une fois à chaque fois pour changer l'intensité, et quand il est temps de changer la zone de travail, le témoin vert, alors vous allez pouvoir le voir quand je l'éteins, il clignote orange. Là, je vais l'éteindre et vous allez voir, voilà, il va clignoter en orange. Alors, ce qui est très bien quand vous travaillez le bas du visage. Pourquoi? Parce que vous avez un œil. Bon, bien que ce soit pas très pratique, mais vous avez quand même un œil sur le changement de couleur de la petite lumière. Par contre, quand vous travaillez le haut du visage, donc c'est-à-dire ici comme ça, c'est par là que ça se passe. Et donc là, c'est même pas un aspect négatif, c'est une amélioration de l'appareil. Je pense, sans prétention aucune, que ça aurait apporté un petit confort supplémentaire si nous avions eu un bip. Un petit signal sonore qui bip, hop, tu changes de zone. Voilà, là, tu es en fait dans ton moment de régalade, parce que moi, je prends vraiment mon plaisir à faire ma séance, mais tu es toujours un petit peu comme ça à regarder ton témoin. Alors quand tu es là, c'est un peu complexe, tu vois, parce qu'il faut savoir que ça doit toujours être en contact de la peau. Donc tu es un peu sur tes gardes à dire à quel moment il faut que je change, parce que, ou sinon tu balances 5 minutes, mais normalement tu n'as pas besoin de chronométrer. Mais je pense que ça pourrait être un vrai plus d'avoir un bip à chaque
à chaque changement de zone, parce que ça déclenche pas une psychose à vérifier si ça passe à l'orange ou pas. Bon, ce qui peut être un problème pour certaines, mais qui n'en est absolument pas un pour moi, c'est le fait que ce soit filaire. Ça n'en est pas un parce qu'en fait, comme c'est un appareil, je travaille tout le visage, il faut qu'il reste en contact avec la peau. Moi je ne veux pas me balader en faisant mes mouvements circulaires, donc le fait qu'il soit filaire, je m'installe, je branche à ma prise et c'est parti pour 1 heure. Bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une collaboration commerciale, passons maintenant au code promo, sachant que Cure Body, alors, il y a déjà des promos en ce moment compte tenu de Black Friday, de toutes les promotions qu'on trouve en ce moment, et Cure Body vous accorde un code promo de moins 20% avec le code que je vous mets ici, et ça vaut autant sur cet appareil que sur toute la gamme des appareils Cure Body, et je crois aussi de la gamme des produits tels que le gel conducteur, tout ça. Voilà, ce que je tiens à signaler aussi, histoire d'être transparent, je vais vous mettre un lien court que la marque m'a donné en barre d'infos pour aller sur le site, mais qu'il n'est absolument pas affilié. Je vais ranger un petit peu tout ça parce que ça me psychose. Sachez aussi, alors je crois, hein, pour avoir été sur le site, parce que je vais devoir par la suite me fournir mon gel conducteur, parce qu'après il va s'agir d'entretien toutes les 3 semaines. Donc une fois que tu as fait les 8 séances d'attaque, il s'agit d'entretenir toutes les 3 semaines. Mais bon, le gel conducteur qui est à une trentaine d'euros, mais si tu en mets peu, il te dure dans le temps. Mais sachez aussi pour les personnes, parce que j'entends complètement que ce sont des produits qui coûtent, après il y a une technologie au bout, mais ce sont des produits qui ont un coût. Sachez qu'il y a la possibilité, je crois, du PayPal en 4 fois, et qu'ils ont une application, il y a une application où tu peux payer en 3 fois, me semble-t-il. Voilà, après il n'y a aucune incitation, hein. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous devriez l'acheter? Moi j'ai pas à vous dire si vous devez acheter ou pas. Je vous dis ce que j'en pense, je vous ferai une revue très complète prochainement quand j'aurai le recul nécessaire. Mais maintenant, après, vous savez, hein, ici il n'y a pas de forcing à l'achat. Mais maintenant, pour ceux et celles qui auraient envie de tester le produit, sachez qu'il y a des alternatives pour pas faire la dépense en une fois d'un seul coup. Je le mentionne quand même parce qu'il y a des personnes qui passent par les paiements plusieurs fois parce que elles ont envie de se faire plaisir, mais qu'elles ne peuvent pas dépenser 320, 340 balles comme ça d'un coup. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et on se retrouvera dans quelques semaines avec des captures d'avant-après pour que vous puissiez voir la différence. On va terminer là-dessus, mon petit cadet, la grande question du mois. La grande question du mois, pour ceux et celles qui sont sur Instagram, vous avez déjà eu un aperçu de cette question. À savoir que j'ai reçu sur mon profil Instagram de lecture, s'il vous plaît, un homme qui m'envoyait un message où il me demandait « Coucou, est-ce que tu portes une culotte sous tes collants ?» Ça faisait suite au fait que je porte des collants dans la dernière vidéo revue Shein. Ça reste très conceptuel pour moi. Dans l'intérêt même de la réponse. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas le FNU sorti des ronces. Hein. Ah, je vous le dis tout net, on n'a pas le FNU sorti des ronces parce que je me suis posé la question. Hein. Alors, désolé pour ceux qui étaient sur Instagram à ce moment-là, mais le but de la démarche, c'est de se taper une paluchette avec ma réponse. Et donc, sachez, mes petits cadets, que je suis allée en recherche. Alors oui, j'ai tapé sur Google « culotte ou pas sous un collant ». Et là, je vous assure que j'ai découvert un univers parallèle. Il y a débat. Il y a débat de la culotte ou non sous un collant. I am traumatized. J'avais une réponse bien définie à cette question. C'est-à-dire que j'avais imagé un petit peu le truc, c'est que tous les collants n'ont pas de gousset. Hein, t'as des collants, genre certains collants de chez Action, t'as pas de gousset, donc t'as le fond de collant et t'as la moulichetta. Et le fond de collant, la moulichetta, squeeze squat, tu marches, squeeze squat, squeeze squat. Ah zone de flamboiement en cours, voilà. En termes de confort, je suis pas sûre que
Les babines supportent la blague, hein, très concrètement. Il y a un débat sur des forums entre femmes, donc je suis rentrée en sous-marin sur ces forums-là. Il y a un vrai débat. Alors il y a la team non, ça fout le feu au village. Et puis il y a la team, moi je me sens trop bien, je me sens sexy, je me sens regardée. Ah, j'ai découvert le monde, moi. Alors peut-être parce que j'ai un rapport au corps qui est pas terrible, mais à titre personnel, je porte un collant sans slop. Je me dis, oh le coup de vent. Un coup de vent, floup, allez, cul à l'air dans la rue, c'est pareil ici que je vous jure qu'il y a débat, il y a un sujet. Et sachez que moi, sexualisation de la culotte sous le collant ou pas, c'est quelque chose qui me dépasse. Parce que, à titre personnel, que ce soit un homme ou une femme qui ne porte pas de slop sous un collant ou un pantalon, moi ça m'émoustille pas. Hein. Ah non, moi ça me rebute même, hein, parce que c'est ce que je disais sur Insta, il s'agirait d'être sûr que le collant, le falzar soit changé tous les jours. Hein? Non, parce qu'à un moment, le collant qui sent la criée de Saint-Malo, pour y être allé à la criée de Saint-Malo, ah ouais, je suis pas très sûre, hein, je vous le dis. Hein. Je vais pas te mentir, hein, ce qui m'a, je pense, le plus perturbé, c'est quand j'ai reçu cette question, je me suis dit, il y a vraiment un barbeau pendant toute ma vidéo Shein, quand je déambulais en robe munie d'un collant, qui s'est dit elle porte une culotte ou pas sous sa paire de collants? C'est plus ça qui m'a fait me dire mais sérieusement? Sérieusement? Alors je vous le dis tout net, hein, je vais pas supporter l'idée que je puisse imaginer qu'on se pose la question pendant que je fais mes revues Shein, culotte ou pas sous collant, pour les exalter du cul nu sous le collant. Sachez que moi il y a du slop, ah puis il y a du slop, hein, on est sur du slop niveau premium, compétition, d'accord? FNU ou autre matière assimilée à ces endroits-là. Non, non, faut arrêter! Faut arrêter, ça c'est comme les sollicitations de photos d'IEP. Stop, arrêtez ça. Stop, arrêtez. Non. Si on veut vendre des photos d'IEP, on s'inscrit sur des sites où on peut vendre des photos d'IEP. On ne vend pas des photos d'IEP sur Instagram. Cessez. Mais vous savez qu'une fois de plus, c'est hyper étrange ce type de questions. Voilà, ça c'est fait. Pour moi, c'est très étrange ce type de questions parce que en tant que femme, ne me viendrait jamais à l'idée d'aller trouver un homme et de lui dire bonjour, dis-moi une petite question, est-ce que tu portes un slip ou un boxer ou autre du genre sous ton jean? Merci. Peux-tu répondre s'il te plaît? J'ai hâte de savoir. Mais comment on peut en arriver là? Pensez ce que vous voulez penser, hein, team slip, pas de slip, mais moi, ça me rebute, hein. Moi, d'imaginer un ballottement dans le jean, l'arrêt à même le jean et tout, moi, ça me rebute, hein. En aucun cas, il y a sexualisation ou émoustillement du truc, hein. Ah bah moi ça me donne envie de tout foutre en machine, hein, et de laver à 95, hein. Feras-moi le malin avec un jean en taille 6 ans, hein. Plus sérieusement, parce que c'est vrai que comme c'est vraiment une question que j'ai reçue je pense pour la première fois de ma vie, donc j'ai tendance à le prendre un petit peu au-dessus de la jambe et surtout très à la légère, mais concrètement, pour cette catégorie-là, parce que moi je ne généralise pas, hein, je mets pas tous les hommes dans le même panier, je ne généralise absolument pas. Mais pour ces hommes-là, qui n'arrivent pas à se mettre des limites, qui trouvent opportun d'aller sur le profil de lecture de quelqu'un pour lui demander si slop ou pas slop, qu'est-ce qu'il faut faire ou dire pour que vous puissiez comprendre que ça ne se fait pas. Attends, je suis en train de faire des essayages vêtements. L'autre, le mec, il s'est imaginé qu'il s'est demandé est-ce qu'elle a mis, un slibard là-dessous ou pas. Vous imaginez que pour d'autres personnes, ça peut être très très décontenançant. À un moment, je veux dire, on arrive à 2024,
va falloir quand même qu'on s'allège de certaines merdes. Donc ce qui peut être refait, retravaillé, va falloir quand même y aller à un moment. Hein, sur l'auto-éducation, de la bienséance et de la logique, va falloir y aller parce que c'est pas possible en fait ça. Je sais pas, il y a des forums, puisqu'il y a un sujet, allez sur les forums où vous pourrez échanger avec des personnes qui sont ouvertes. Parce que moi je suis pas ouverte d'esprit là-dessus. Hein. Moi qu'on vienne me demander est-ce que tu as une culotte sous ton collant après une vidéo Chine, pardonnez-moi mais il n'y a rien de salace. Dans le plus sérieusement, ça soulève pas mal de questions parce que pour les personnes plus jeunes que moi et qui exposent leur corps un peu plus dénudé, c'est-à-dire que moi en version dénudée, tu reviendras un peu plus tard, hein, voire jamais, à quel genre de message elles peuvent être confrontées. Attends, moi je suis là en train de t'essayer des collants opaques sans Denis et le truc tu vois rien ce qui se passe, des robes, voilà. Et déjà je reçois ce genre de truc. Alors les nanas qui font des présentations lingerie, maillot de bain, tout ça, comment ça se passe en fait dans la tête de ces personnes de cet acabit qui ont des trucs comme ça, qu'est-ce qu'elles doivent recevoir comme message? C'est un truc de ouf. Voilà ma petite YouTube World. J'espère que malgré cette voix nasillarde, vous avez quand même passé un bon moment avec moi dans ce journal du mois d'octobre. Moi, je vais aller prendre soin de moi, là. Je vais appliquer je vais appliquer ma phrase de fin à moi-même. Et compte tenu de l'état actuel, je sais pas en termes de vlog, je sais pas en termes de vendredi, on verra bien au jour le jour. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et dites-leur que vous les aimez. Des bisous de loin.